Bien, bonsoir. Nous allons pouvoir démarrer pile à l'heure. Alors, juste quelques mots avant de passer la parole à John Mullen pour le CRECIB, pour vous parler un tout petit peu de France-Grande-Bretagne pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, vieille association créée en 1916 au moment de la Somme et où on ne s'entendait pas très bien nécessairement avec les Britanniques. Donc, deux sociétés ont été créées à cette époque-là, France-Grande-Bretagne et à Londres, la Franco-British Society. Et donc, 100 et quelques années après, on tient bon et on continue notre objectif, qui est de faire connaître l'autre pays réciproquement. Donc, je suis heureux de vous accueillir. Si vous ne vous trouvez pas très nombreux, c'est parce que ce soir, avec les problèmes de transport, mais nous avons pas mal de personnes en Zoom. Il y a 2 fois plus de personnes en Zoom, y compris quelqu'un, la dernière fois, qui était à Dubaï. Donc, vous voyez que nous rayonnons. Euh, alors, je vous remercie en tous les cas de votre attention. Et puis, je cède la parole à John Mullen, qui va vous présenter Vincent Latour. John? Bonjour et merci beaucoup d'être venu dans la salle ou à distance pour cette quatrième, je crois, quatrième conférence de la série. Moi, je suis John Mullen, je suis président du Centre de recherche en civilisation britannique qui regroupe des universitaires en France qui font de la recherche sur les sciences politiques ou l'histoire en général et parfois les études culturelles. C'est une grande organisation. Enfin, on est 200, mais ça fait grand quand on accueille que des universitaires. 200 universitaires, je peux vous assurer, ça fait beaucoup de bruit. Alors, j'ai un grand plaisir de présenter ce soir Vincent Latour, mon ami et collègue, qui est professeur à l'Université de Toulouse et déjà, il a eu pitié des gens de la région parisienne qui n'ont pas la chance d'habiter Toulouse. Donc, il est venu se joindre à nous ce soir. Donc, il est remonté en train aujourd'hui, il redescend demain. Donc, voilà, il a fait un grand effort pour venir. Alors, Vincent a travaillé depuis bien des années maintenant sur le multiculturalisme, la diversité, l'immigration. Il y a 10 ans à peu près, c'était si je me rappelle bien, un livre comparatiste sur immigration et intégration en France et en Grande-Bretagne. Et la toute nouvelle publication, c'est qu'il a dirigé ou co-dirigé, je ne vois pas, un numéro de l'Observatoire de la Société britannique, et dont le titre c'est Immigration and Cultural Diversity in Post-Brexit Britain. Ça veut dire immigration et diversité culturelle dans la Grande-Bretagne post-Brexit. Je crois que jusque-là, vous aviez suivi. Vincent a publié beaucoup de choses. Vous trouvez facilement en ligne ses travaux. Et d'ailleurs, le tout dernier que je viens de citer va à l'automne être gratuitement en ligne. Ce n'est pas pour vous décourager de l'acheter entre-temps. Voilà. Et alors, bon, voilà, c'est avec un grand plaisir que je passe la parole à Vincent pour la conférence Immigration, diversité et multiculturalisme au Royaume-Uni de la fin de la Seconde Guerre à la nomination de Rishi Sunak, donc Premier ministre actuel de la Grande-Bretagne. Vincent. Merci, John. Bonsoir à toutes et à tous, présents et physiquement et virtuellement. Merci beaucoup de l'invitation à l'association France-Grande-Bretagne et à John Mullen et Virginie Roiron pour l'organisation et cette invitation qui m'a fait vraiment grandement plaisir. Donc, j'ai 45 minutes pour couvrir à peu près 80 ans. Donc, c'est un peu, ça va être un peu compliqué, un peu une gageure, mais je vais essayer quand même de le faire. Alors, d'habitude, je vois cela, effectivement, John l'a dit, sous l'angle du comparatisme franco-britannique, qui sera peut-être sous-jacent par endroit, et peut-être que ça rappellera des questions qui iront dans ce sens. Mais j'ai essayé de mettre cette dimension un petit peu de côté pour me consacrer véritablement sur le Royaume-Uni. D'habitude aussi, c'est essentiellement sous l'angle des politiques publiques. Et là aussi, inévitablement, je parlerai de politique publique, mais j'essaierai également de parler du multiculturalisme que je définirai et tel qu'il se donne à voir au Royaume-Uni, finalement, et tel qu'il existe concrètement depuis déjà plusieurs décennies. Donc, quelques mots en préambule.
Donc, je parle d'immigration, bien sûr, et alors j'aurais pu revenir beaucoup plus loin dans le temps, puisque il y a eu diverses vagues d'immigration au Royaume-Uni, on le sait, nombreuses. Voilà. Nous, Français, en savons quelque chose. Mais je vais m'attacher vraiment à l'immigration coloniale à partir de 1945, en vérité plutôt à partir de 1948, comme nous le verrons. Et donc, je vais vous parler d'immigration à partir du moment où la décolonisation britannique a véritablement débuté, puis s'est accélérée à partir de la fin des années 40, à partir de cette phase que Philippe Chassaigne, qui je crois fera partie des prochains conférenciers, a qualifiée de repli sur l'île. Je trouve que l'expression est intéressante. Et la loi de 1948, qui a régi l'immigration coloniale pendant une quinzaine d'années, a été adoptée un an après l'indépendance de l'Inde et la partition, c'est-à-dire la création de deux pays distincts, l'Inde et le Pakistan, en 1947. Pardon. On verra également que cette immigration en provenance du nouveau Commonwealth n'a pas concerné toutes les régions du Royaume-Uni de la même manière. Elle a concerné au premier chef l'Angleterre, et au sein de l'Angleterre, les grands bassins d'emploi, Londres et les grands centres industriels du Nord et des Midlands, et beaucoup moins d'immigrés ailleurs, à vrai dire, dans l'Angleterre rurale, au Pays de Galles, en dehors de villes comme Cardiff ou Swansea, et peu en Écosse jusqu'à une période récente, avec tout de même des communautés immigrées à Édimbourg ou Glasgow. L'emploi de multiculturalisme, si on repart au titre, je l'ai volontairement mis en italique parce que c'est un terme que l'on emploie de manière un petit peu facile aujourd'hui, mais c'est un terme qui n'est apparu véritablement qu'à partir des années 80 au Royaume-Uni. Avant les années 80, on ne parle pas de multiculturalisme, on parle d'immigration, on le verra dans un premier temps. À partir des années 60, on parle, ou fin des années 50, on parle de race relations, qu'on traduira en français de manière un peu insatisfaisante par relation raciale, mais on a en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et dans les pays anglophones en général, on a une terminologie beaucoup plus directe qu'on l'a en France. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle de statistiques ethniques, de relations raciales, de race, d'ethnicité, ce sont des termes qui sont difficiles à transposer dans le contexte français. Donc le multiculturalisme, effectivement, à partir des années 80, mais on le verra, en fait, c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement à partir de l'immédiate après-guerre. Et il y a divers jalons qui ont été posés et qui ont fait que à la fin des années 70, au début des années 80, on est passé vraiment à une époque caractérisée par le multiculturalisme que je définirai un peu plus tard. Donc que je peux définir ici, puisque je l'ai fait sommairement dans cette diapositive, mais il y a une acception en fait descriptive qui peut s'appliquer à peu près à tous les pays européens. La France est un pays aussi multiculturel si on considère qu'elle comporte diverses communautés d'origine immigrée. L'Allemagne, bien entendu, et même des pays qui étaient des pays d'émigration, comme l'Espagne ou l'Irlande, aujourd'hui sont devenus des pays d'une certaine façon multiculturels eux-mêmes. Ça, c'est la définition la plus simple. L'autre définition, qui est plus compliquée et qui est liée à la précédente aussi, c'est l'acception prescriptive, c'est-à-dire liée aux politiques publiques qui ont accompagné et souvent encouragé l'expression de la diversité culturelle et religieuse au Royaume-Uni. La dimension culturelle, justement, qu'on retrouve, qui est transparente dans le terme multiculturalisme ou multiculturel, c'est l'importance très grande, en fait, des cultures issues de l'immigration et la manière dont l'expression de ces cultures a été encouragée et facilitée au Royaume-Uni par les politiques publiques et pas forcément par les politiques publiques aussi, mais par un certain pragmatisme, notamment au niveau local. Et c'est les cultures issues d'immigration qui finalement souvent ont facilité les rencontres, les interactions et certaines hybridations avec la société britannique. C'est très évident en musique, avec des musiques comme le reggae ou le ska, la danse, le sport, bien entendu,
les carnavals qui ont pu être créés au Royaume-Uni à partir des années 60 et beaucoup plus à partir des années 80, et la gastronomie. La fin de mon intervention parlera en fait des développements plus récents. Et sur les 20 dernières années, on constate une attitude parfois contradictoire du Royaume-Uni vis-à-vis du multiculturalisme, qui a été tantôt célébré, tantôt décrié par la classe politique, y compris parfois à gauche. Nous le verrons depuis le début des années 2000. Par ailleurs, effectivement, à la fin de mon intervention, je parlerai du référendum de 2016. Je montrerai que ce référendum, dans lequel effectivement l'immigration joue un rôle très important, n'est pas arrivé ex nihilo. Il a été précédé en fait par au moins une décennie et demie, voire 2 décennies de crispation autour des questions d'immigration, y compris autour de l'immigration européenne à partir des années 2000. Nous le verrons, mais davantage en fait par l'immigration que par un rejet réel du multiculturalisme. Ça, nous le verrons, c'est quelque chose de plus... le multiculturalisme est devenu quelque chose d'assez finalement consensuel au Royaume-Uni. C'est ce que je m'appliquerai en tout cas à démontrer dans mon intervention. Donc, je vais commencer par effectivement les débuts. Le Royaume-Uni dans l'après-guerre, puisque j'ai donné pour point de départ 1945 pour cette conférence. Et il est vrai que jusqu'au début des années 60, contrairement à la France, vous voyez, les comparaisons ne sont jamais très loin, le Royaume-Uni était un pays d'émigration, c'est-à-dire qu'il y avait davantage de Britanniques qui quittaient le pays pour s'installer à l'étranger que de personnes d'origine étrangère qui s'y installaient. Et ça, c'est quelque chose qui a perduré jusqu'aux années 60 environ. Alors, bien entendu, sans surprise, les destinations principales, on les trouve dans les anciens dominions du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde. La principale destination pour les Britanniques a demeuré les États-Unis, en fait, encore plus que le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Globalement, il y a eu des périodes, moins d'entrées aux États-Unis, mais globalement, c'est essentiellement vers les États-Unis, finalement, que se sont installés les Britanniques. Donc, l'émigration était encouragée par les gouvernements de l'après-guerre qui avaient peur, de par la nature insulaire du Royaume-Uni et le fait que le Royaume-Uni a sensiblement la même population que la France pour une surface à peu près 3 fois moins importante, avaient peur d'être surpeuplé. Donc, on a encouragé les Britanniques véritablement à s'expatrier. Et une des fonctions de l'immigration telle qu'elle a été imaginée dans l'après-guerre, lorsqu'on a conçu le cadre que je vais vous décrire plus tard, c'était de prévoir en fait une marge de manœuvre apte à permettre aux Britanniques de continuer à s'expatrier. Alors, peur de la surpopulation et bien entendu aussi, nous le verrons, l'intérêt que le Royaume-Uni avait à garder de bonnes relations dans l'après-guerre avec ses anciennes possessions coloniales, avec les anciens dominions et également avec les États-Unis. Je reviendrai là-dessus aussi. La raison pour laquelle l'immigration a été conçue de manière très différente de ce que nous avons connu en France, c'est que la démographie britannique demeurait beaucoup plus dynamique que celle de la France. On le voit au début du XXe siècle et on voit des premiers signes, des premières inquiétudes être formulées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment par Churchill, mais ils n'étaient pas inquiets pour l'immédiat, ils étaient inquiets pour le renouvellement des générations finalement sur le long terme, plus que des besoins immédiats de main-d'œuvre comme on a pu le connaître en France. Alors, bien que les deux pays aient eu des objectifs, excusez-moi, je me rends compte que je quitte le champ de la caméra zoom, ce qui n'est pas forcément peut-être une bonne idée. Bien que les deux pays aient eu des objectifs et des différents, ils se sont quand même concertés. Ça intéressera les membres de l'association France-Grande-Bretagne, mais il y a eu des réunions franco-britanniques au moment où les politiques d'immigration de l'après-guerre étaient en train d'être mises en place. Il y a eu des réunions en 1946
à Londres et en 1947 en France. Les réunions en Londres étaient sous l'égide de la Royal Commission on Population, qui avait été formée en 1944 et qui avait pour but d'imaginer la politique d'immigration dans l'après-guerre et également la politique d'émigration. Et en France, on a deux organismes qui ont été créés par le gouvernement provisoire de la République française après la libération en 1945, dont un est toujours connu de nous tous, c'est l'INED, l'Institut national des études démographiques, et l'autre était le HCCPF, le Haut Comité consultatif à la population et à la famille, qui, après-guerre, était dirigé par une figure controversée, Georges Mocot, qui avait été associé d'assez près en fait, au régime de Vichy, et qui pour autant a présidé ce HCCPF jusqu'en 1970. Donc, il y a eu des séances de travail. Je vais vous faire, en fait, ça c'est un résumé que j'ai trouvé, un document d'époque. Je vais vous faire grâce de la totalité, de l'intégralité du contenu. Mais le document explique que la France et le Royaume-Uni avaient des objectifs différents. La France donc, avait des besoins de main-d'œuvre immédiats qu'il fallait pourvoir. Et il y a eu justement un débat entre l'INED et le HCCPF quant à la nature de l'immigration en France. Quelle nature devait-elle prendre? L'INED était favorable à une immigration en fait la plus large possible, qui était une immigration de main-d'œuvre, alors que le HCCPF cherchait à recruter finalement une population de remplacement en France. Donc, il y avait un certain nombre de nationalités qui étaient particulièrement recherchées, des nationalités européennes, et parmi les nationalités européennes, des gens du nord de l'Europe, des Britanniques, des Belges, des Allemands, des Néerlandais, des Italiens à condition qu'ils soient originaires de l'Italie du Nord, des Espagnols à condition qu'ils soient alors basque, catalan ou aragonais à la limite, mais pas plus bas. Bon, ça c'était la vision de Georges Mocot et le général de Gaulle y était favorable. Donc il avait appelé de ses voeux la naissance de 12 millions de beaux bébés. C'est l'expression qu'il avait utilisée. Et finalement, c'est l'approche de l'INED l'INED fonctionnait essentiellement avec, en partie en tout cas, avec des gens issus de l'ENA, des premières promotions de l'ENA. Elle était beaucoup plus progressiste et elle a imaginé un système en fait de travailleurs immigrés. Et c'est l'expression en fait qui est restée en France jusqu'à la fin des 30 Glorieuses. On a recruté des travailleurs immigrés, c'est-à-dire que la question de la citoyenneté ou de la participation de ces immigrés à la société française, notamment du point de vue politique, ne se posait pas. Cette expression est restée finalement pratiquement jusqu'au début des années 80. Voilà, donc c'est l'option qui a prévalu finalement en France. Et ce qui n'a pas empêché ces immigrés venus pour des raisons économiques de devenir par la suite des citoyens français. C'est un autre débat. Donc, le British Nationality Act, lui, donc, issu des réflexions portées par la Royal Commission on Population, a été adopté en 1948. C'était une loi d'inspiration universaliste et elle a été adoptée sous le gouvernement travailliste de Clement Attlee, qui était au pouvoir entre 1945 et 1951, et qui était un gouvernement non seulement travailliste, mais qui se définissait comme socialiste dans le sens anglais, c'est-à-dire marxiste, jusqu'en 1951. Et c'est sous le gouvernement de Attlee que s'est mis en place en fait tout ce système de nationalisation de certains pans de l'industrie britannique, de certaines administrations, British Rail, British Gas, et en même temps donc cette loi de 1948 dont les buts étaient certes de répondre aux besoins de reconstruction d'un pays qui avait été finalement beaucoup plus affecté que la France par les bombardements de l'aviation allemande, mais aussi, et peut-être même surtout, de préserver les intérêts économiques et géostratégiques du Royaume-Uni dans le contexte de la décolonisation. Et ces objectifs avaient été en fait théorisés la même année, en 1948, par Winston Churchill, et non seulement par Churchill, mais je pense que Attlee lui-même, bien que d'un bord diamétralement opposé, les aurait tout à fait approuvés. Il y avait un consensus sur
sur cette vision du Royaume-Uni qui continuait, on le voit, à se percevoir comme une grande puissance et cherchait à continuer à exister en tant que grande puissance. Donc, on voit que le Royaume-Uni, enfin la Grande-Bretagne, se trouvait au centre de 3 cercles concentriques sans faire véritablement partie d'aucun des 3 cercles. Ce que l'on constate, et Churchill l'avait dit, c'est que le premier objectif du Royaume-Uni était d'entretenir des liens étroits avec ces anciennes colonies ou ces colonies résiduelles, mais au premier chef avec les anciens dominions, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Le deuxième objectif était de garder une relation privilégiée avec les États-Unis, la special relationship que Churchill incarnait lui-même, puisqu'il était à moitié américain, sa mère était américaine. Et en dernier lieu, ce que Churchill appelait United Europe, mais à laquelle United Europe, une Europe unie, à laquelle il ne souhaitait pas pour autant associer le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni était, selon les termes de Churchill, at the very point of junction, au point même de la jonction de ces 3 cercles, sans être véritablement dans des cercles, dans une position véritablement d'arbitre ou d'observateur actif. Voilà. Donc la loi de 1948, je l'ai définie comme une loi universaliste parce qu'elle conférait des droits inconditionnels d'entrée, de résidence et même de nationalité, donc, à tous les ressortissants d'anciennes colonies britanniques et au sujet des colonies résiduelles. Il y en avait beaucoup. Par exemple, les îles de la Caraïbe sont devenues indépendantes dans les années 60, la Jamaïque en 1962, par exemple. Donc, non seulement les colonies, les anciennes colonies comme l'Inde et le Pakistan, ou le Ghana, qui venait de devenir indépendant aussi. Et en fait, cette loi a marqué donc le début de l'immigration économique de masse, d'abord majoritairement en provenance de la Caraïbe britannique, qui demeurait donc, c'était des colonies britanniques encore du point de vue formel, et en parallèle aussi l'entrée de plus en plus marquée de citoyens originaires de l'Inde et du Pakistan, sur une échelle plus réduite dans un premier temps, jusqu'à ce que Indiens et Pakistanais fassent jeu égal avec les Antillais à partir du début des années 60 et même les dépassent. Il s'agissait, en tout cas, dans le cas de l'immigration en provenance de la Caraïbe, alors on peut même s'interroger sur le sens d'immigration dans le sens où on parle de citoyens, de sujets britanniques. Même avant la loi de 1948, ils étaient britanniques. Donc, il s'agissait d'une immigration organisée par l'État de A à Z. L'État a ouvert des bureaux de recrutement d'entreprises publiques dans les îles de la Caraïbe, alors notamment London Transport, British Rail, British Gas, the NHS, donc le consortium public de santé publique qui a été créé donc, dans l'après-guerre par le gouvernement Attlee et qui existe encore aujourd'hui. Et le gouvernement britannique s'est même occupé des aspects logistiques en organisant le transport de ces immigrés sur des navires de guerre. Donc, le plus célèbre, bien sûr, je vais en parler dans un instant, c'est the SS Empire Windrush, qui fut le premier, en fait, à mener sur le sol britannique, donc les immigrés de l'après-guerre arrivés juste après l'adoption de la loi de 1948, qui étaient des citoyens donc, britanniques de plein droit. Et comme nous étions encore dans un contexte marqué par la colonisation, on parlait certes de plus en plus de Commonwealth plutôt que de Empire, mais c'est le Colonial Office, donc le ministère des colonies, qui organisait cette immigration en lien souvent avec le ministère du Travail, puisque les gens acceptaient, on organisait leur venue en Grande-Bretagne, mais on leur assignait des emplois qu'ils devaient accepter au moins pour un certain temps, et ils acceptaient les emplois qui leur étaient assignés. Donc voilà une photo du SS Empire Windrush, donc bateau de transport de troupes confisqué aux Allemands pendant la guerre, qui pour la petite histoire a coulé au large d'Alger dans les années 60, il y a encore d'ailleurs sans doute.
Et on voit que donc il s'agit effectivement d'un navire, enfin d'un voyage symbolique que celui de 1948, puisque finalement il y avait relativement peu d'immigrés à bord, 539 passagers de Jamaïque, 139 des Bermudes, Bermudes qui demeurent encore d'ailleurs en territoire britannique d'outre-mer aujourd'hui, ce ne sont pas des îles indépendantes, 73 de Trinidad et Tobago, 44 du British Guiana, donc je dis Guyane, c'est la Guyane britannique, et 7 d'autres îles britanniques. Il y avait également des Polonais et des Anglais, des Polonais qui avaient en fait aidé la Royal Air Force et qui étaient stationnés dans la Caraïbe pendant la guerre. Et pour autant, donc, une importance symbolique très forte, puisqu'aujourd'hui encore, lorsqu'on parle des pionniers de l'immigration coloniale d'après-guerre, on parle de la Windrush Generation, et ce n'est pas strictement les gens qui sont arrivés en 1948, ce sont les gens qui sont rentrés entre la fin des années 40 et je dirais presque le début des années 70, mais par contre exclusivement les gens de la Caraïbe. Ça ne s'applique pas aux Indiens ou aux Pakistanais. Donc, on voit progressivement ça allait conduire, cette législation, cette loi universaliste qui allait servir de cadre à l'immigration pendant une quinzaine d'années au Royaume-Uni, allait conduire à la présence de plus en plus importante de communautés immigrées. Dans un premier temps, c'était quasiment imperceptible, puisqu'on voit qu'en 1951, c'était 0,1% de la population britannique qui était originaire du nouveau Commonwealth. Et par contre, 10 fois plus 10 ans après, lors du recensement de 1961, mais avec de grosses disparités régionales, c'est-à-dire beaucoup plus à Londres. Oui, pardon, il faut que je me centre. Pardon, excuse-moi, il faut que je me centre. Voilà, c'est ça. En parallèle, tout de même, il existait dans l'après-guerre aussi une immigration européenne que les gouvernements britanniques successifs ont essayé d'encourager via divers programmes d'immigration, notamment celui des European Voluntary Workers, qui en fait recrutaient des travailleurs, cette fois-ci, non pas des citoyens, dans les pays européens vaincus, en Pologne, en Ukraine, en Allemagne, en Autriche, en Italie. Et en fait, ce réservoir d'immigration s'est tari assez rapidement avec la chute en fait, du rideau de fer et l'impossibilité en fait, pour les gens de Pologne, par exemple, de venir s'installer au Royaume-Uni. Et il est important de ne pas oublier que les Irlandais, jusqu'au début des années 60, continuent à représenter le principal contingent d'immigrés au Royaume-Uni, c'est-à-dire 40% du total. Donc, on part d'une immigration très régionale et très locale. Et pour autant, donc 40% du total des immigrés jusqu'au début des années 60. Lorsque je parle d'Irlandais, je parle d'Irlandais de la République d'Irlande, enfin ce qu'allait devenir en 1949 la République d'Irlande, l'Irish Free State auparavant. Alors, quel accueil a été réservé aux immigrés du nouveau Commonwealth? Alors, il y a une forte dichotomie entre les droits dont jouissaient en théorie les immigrés du nouveau Commonwealth, droits que j'ai décrits auparavant, qui faisaient d'eux des citoyens de plein droit, et l'accueil qu'ils ont reçu parfois, souvent même, avec des premiers heurts anti-noirs à Liverpool dès 1948, à Londres, notamment à Notting Hill, la création de la White Defence League, qui était un groupuscule, on pourrait dire même comment dit-on en français, suprématiste, oui, c'est ça. Anti-noirs, et des émeutes anti-noirs également à Notting Hill toujours et Nottingham en 1958. Donc il y a une grosse désillusion, je ne vais pas vous lire la citation en entier, elle est en anglais, mais une grosse désillusion de beaucoup d'Antillais notamment qui pensaient être accueillis vraiment par la mère patrie. C'est dit dans ces termes-là, ça c'est un ouvrage de Mike Trevor Phillips, Windrush, The Irresistible Rise of Multiracial Britain, qui avait été publié en 1998 pour le 50e anniversaire de Windrush et qui regroupait des témoignages de personnes issues d'immigration coloniale. Et là, c'est un acteur dont le nom m'échappe, que je n'ai pas écrit ici, qui dit que sa mère, en fait, avait été extrêmement déçue parce qu'elle était persuadée qu'elle allait chez elle en allant au Royaume-Uni.
et elle se faisait harceler dans la rue. On lui demandait de quelle partie de l'Afrique elle venait. Les gens n'avaient aucune idée de ce qu'était la Caraïbe anglophone, finalement. Et donc, beaucoup de gens, notamment d'origine antillaise, ont été déconcertés par l'accueil qu'ils ont reçu. Et donc, à telle enseigne que, ça c'est un document que j'ai trouvé, la source n'est pas indiquée, mais ça vient du site des National Archives. Et c'est un document interne à la communauté antillaise en Grande-Bretagne qui expliquait un petit peu aux gens à quoi ils devaient s'attendre. Donc, on leur disait que les gens n'ont aucune idée finalement de ce que la Caraïbe et de ce que ces gens pouvaient être. Donc, English people are ignorant of your ways and habits. Les gens anglais sont totalement ignorants de vos coutumes et de vos habitudes, pardon. Et en fait, ils peuvent juste se montrer curieux parfois envers vous. Voilà. Donc ça, c'est assez caractéristique. Du point de vue économique, on était dans une situation économique de plein emploi pendant l'après-guerre. Donc effectivement, la difficulté qu'avaient les gens issus d'immigration, ce n'était pas trouver de l'emploi, ils trouvaient de l'emploi, mais c'était trouver des emplois pour lesquels ils n'étaient pas surqualifiés. C'était souvent le cas. Notamment pour des gens originaires d'Inde, du Pakistan, qui pouvaient être diplômés, qui se retrouvaient, par exemple, taxis ou commerçants. Et les gens de la Caraïbe qui étaient sélectionnés par l'État britannique étaient souvent les gens qui avaient l'anglais le plus standard possible, donc des gens qui étaient passés par le système, finalement, le système éducatif qui a un niveau scolaire au moins équivalent au niveau scolaire britannique. Ils se retrouvaient dans des emplois sous-qualifiés. Donc, il y avait peu de contacts. Ils étaient acceptables pour les employeurs, leurs employeurs britanniques, dans la mesure où ils étaient invisibles, finalement, pour le public britannique. Donc, ils s'affairaient souvent en coulisses, dans la restauration, dans les commerces, mais étaient très peu en contact, finalement, avec la clientèle dans les restaurants, les commerces. Dans l'industrie, il y avait ce qu'on appelait par exemple des Pakistani gangs ou Jamaican gangs, des gens qui travaillaient vraiment ensemble et qui n'étaient pas véritablement en contact avec leurs homologues blancs. L'accès au logement était très tendu d'une manière générale dans l'après-guerre, compte tenu de la destruction de dizaines de milliers d'immeubles, et donc c'est une source importante de tension avec la population britannique. Donc, il y a eu assez rapidement des tentatives de régulation et d'arrêt de l'immigration. J'ai décrit le caractère universaliste de la loi de 1948. Les gouvernements conservateurs et le Parti conservateur en général, qui a été au pouvoir de 1951 finalement à 1964, jusqu'à l'élection de Harold Wilson, avait l'intention d'arrêter l'immigration très tôt, en fait. Ils avaient des pressions de la part de leurs électeurs pour réduire, voire stopper l'immigration en provenance du nouveau Commonwealth dès les années 50. En 1955, on a failli arriver à un arrêt de l'immigration et on a effectivement une citation du Marquis of Salisbury, qui était un membre du gouvernement Churchill, juste avant l'élection de Anthony Eden, et qui s'était inquiété en Conseil des ministres de l'impact de l'immigration sur le caractère racial du peuple anglais, même pas du peuple britannique, du peuple anglais, the racial character of the English people. Et effectivement, le Parti conservateur, en 1955, a failli déjà arrêter l'immigration. Ce qu'on en retiendra, c'est que l'immigration de travail, en tout cas, ce qu'on en retiendra, c'est qu'il y a une politisation précoce de la question de l'immigration au Royaume-Uni, politisation qui n'est arrivée en France finalement qu'avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Donc c'est plus tardif. Il y a eu des tensions quant à la présence des Algériens, bien sûr, au moment de la guerre d'Algérie, mais ça ne s'exprimait pas de la même manière. Il y avait l'idée que les immigrés devaient faire tourner l'économie française, et donc ils étaient un outil de la croissance française d'après-guerre. C'est beaucoup moins nettement le cas au Royaume-Uni. Parallèlement, donc, il y a eu des efforts qui ont été faits pour prendre en compte les difficultés
que j'ai énumérées, qui étaient les difficultés d'accès au logement, il y avait les difficultés d'accès au système éducatif, difficultés de langue également pour les immigrés issus du sous-continent indien, mais également la prise en compte des spécificités culturelles, finalement, notamment des Antillais, qui ont milité pour cela. J'ai fait un séjour en archives au mois de juillet l'an dernier à Bristol et j'étais frappé que dès la fin des années 50, il y avait des demandes qui étaient formulées pour des cours de danse, pour de la musique, pour des carnavals, etc. Donc, c'est quelque chose d'important qui était exprimé et qui a été pris en compte dans un premier temps dans les municipalités de gauche au Royaume-Uni. Et c'est à cette période-là, à la fin des années 50, que le débat a cessé de porter véritablement sur l'immigration, la gestion des flux, et a commencé à se porter sur ce qu'on appelle les race relations, qu'on pourrait traduire de manière insatisfaisante par relations raciales, mais qui fait référence finalement à la coexistence des différentes communautés constitutives de la nation britannique. Donc, l'immigration, je vous l'ai dit, l'immigration de masse économique a été finalement arrêtée en 1962 au mépris des besoins économiques du Royaume-Uni, alors que la croissance britannique justifiait finalement le recours à cette immigration. Et en fait, depuis 1962, il n'y a pas eu de retour en arrière quant à l'immigration d'origine coloniale. Il n'y a jamais eu un gouvernement qui est revenu dessus. Donc, l'immigration non qualifiée de masse, véritablement, s'est arrêtée en 1962 pour l'essentiel, alors qu'en France, c'est en 1974, après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Toutefois, j'ai intitulé ma diapositive d'une immigration à une autre, parce que c'est une immigration nouvelle qui a pris le dessus et qui est une immigration de type familial, le regroupement familial qui a pris la suite, le relais à partir de 1962. Et les gouvernements et cette immigration, ce regroupement familial, excusez-moi, a numériquement et démographiquement été beaucoup plus significatif que l'immigration économique entre 1948 et 62. Entre 1948 et 62, c'était essentiellement une immigration masculine et certaines questions liées à la présence des femmes ou des enfants ne se posaient pas parce que beaucoup d'hommes, finalement, étaient là seuls, sans leur famille. À partir de 62, donc, ils sont rejoints par leurs conjointes, par leurs enfants et dans certains cas même par des frères, par des cousins. Voilà. Donc, on a eu une interprétation assez large et assez libérale de l'immigration familiale, notamment en ce qui concerne les gens issus du sous-continent indien. Et le regroupement familial a quand même permis au gouvernement britannique, lorsque cela était nécessaire, de piocher dans ce réservoir pour les besoins de l'économie britannique, même si globalement, sur les 30 années qui ont suivi la fin de la guerre, la croissance britannique était 2 fois inférieure à la croissance française, du fait d'une planification qui était moins importante et du fait aussi d'un appareil industriel qui était un petit peu à bout de souffle au Royaume-Uni. Je passe là-dessus. À partir du milieu des années 60, on est arrivé en fait à l'approche britannique telle qu'on la connaît aujourd'hui a commencé véritablement à prendre forme. C'est-à-dire que la régulation des flux s'est trouvée conjuguée en fait à des mesures antidiscriminatoires mises en œuvre par la gauche, en fait, par les gouvernements travaillistes de la période 64-70 et ensuite 74-76. Il y a eu un gouvernement travailliste jusqu'en 79, jusqu'à l'élection de Margaret Thatcher, mais les gouvernements de Harold Wilson, eux, se sont arrêtés en 76 puisqu'il a été remplacé par James Callaghan en 76. Wilson voulait créer une société civilisée de son propre aveu, civilized society, une société à l'aise avec elle-même. Il voulait moderniser le pays à de nombreux égards, y compris dans sa perception du rôle des syndicats. Donc ça allait assez loin. Mais pour les questions que l'on qualifierait de sociétales, aujourd'hui, il a apporté véritablement beaucoup, puisque c'est sous ces gouvernements que ont été mises en œuvre la législation sur l'avortement en 67 contre 75 en France, la réforme du divorce par consentement mutuel en 69 et la dépénalisation de l'homosexualité entre adultes de 21 ans, qui était l'âge
de majorité à l'époque, en 67 contre 1981 en France. Et il était conscient que ce que l'on appelle race relations au Royaume-Uni posait problème à deux égards. D'une part, la population britannique, l'opinion britannique était hostile à l'immigration globalement, et donc il était exclu de revenir sur les restrictions mises en œuvre par ses prédécesseurs conservateurs. D'autre part, les immigrés originaires du nouveau Commonwealth peinaient à trouver leur place dans la société britannique, étaient victimes de nombreuses discriminations et d'hostilité, et ils pensaient que si on ne s'attaquait pas à ces discriminations-là, la situation deviendrait vite explosive. Donc, il y a une législation ad hoc qui a été mise en place entre 1965 et 1976. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes lois, je n'en ai pas le temps, mais cette législation a progressivement interdit et criminalisé la discrimination, puisque jusqu'en 1968, la discrimination ouverte était légale. Vous pouviez refuser un employé d'origine antillaise ou pakistanaise, refuser un client dans un bar. La législation britannique ne disait rien. À partir de 65, elle disait que c'était mal, mais c'est tout, sans donner d'outils véritablement juridiques. Et à partir de 68, il y a eu des outils et on a distingué la discrimination directe puis indirecte à partir de 1976. Cette lutte contre les discriminations, qui était pionnière véritablement en Europe, en fait, a été accompagnée d'une nouvelle approche de l'intégration, une approche distincte finalement de toute visée uniformisatrice. Donc, j'ai traduit ici une citation du Home Secretary de l'époque, Roy Jenkins, donc équivalent du ministre intérieur, et voilà comment il définissait l'intégration en 1966. Un terme un peu vague, je ne tiens pas pour synonyme de la perte par les immigrés de leurs caractéristiques et cultures propres. Je ne pense pas non plus que ce pays ait besoin d'un melting pot qui fondrait tout le monde dans un moule unique comme une série de copies conformes de l'image erronée que l'on pourrait se faire d'un anglais stéréotypé. Je définis l'intégration non pas comme un processus d'uniformisation, mais comme la diversité culturelle conjuguée à l'égalité des chances pour tous dans une ambiance de tolérance mutuelle. Voilà. En France, la définition de l'intégration républicaine, alors là, c'est une définition très informelle par un homme politique, elle n'a pas été, je veux dire, inscrite dans la loi, encore moins dans la Constitution, puisqu'il n'y a pas de Constitution au Royaume-Uni, à proprement parler, pas de Constitution formalisée en tout cas. Et en France, c'est le HCI, à l'initiative de Michel Rocard, a défini l'intégration républicaine telle qu'on l'entend aujourd'hui en 1991 seulement. Donc, il y avait bien sûr des forces de résistance au sein de la société britannique, notamment au sein du parti conservateur. Vous avez sans doute entendu parler de Enoch Powell, qui était un ténor du parti, une figure vraiment de proue du cabinet fantôme à l'époque, et qui a occupé divers postes ministériels et qui a été chassé en fait du parti conservateur par Edward Heath. Enfin, chassé, il est devenu en fait membre de l'équivalent du Parti conservateur en Irlande du Nord, et c'est là qu'il a poursuivi et terminé sa carrière politique. Et donc, voilà ce qu'il disait dans son fameux discours de 1968, le discours dit des rivières de sang, Rivers of Blood, en fait, est un discours à de nombreux égards apocalyptique, où voilà, il s'attaquait notamment au regroupement familial. Regroupement familial qui pour lui allait servir de lit finalement à la disparition, à la dissolution de la nation, voire de la race britannique. Voilà. Donc c'est selon les termes qui étaient employés. Donc ce socle que j'ai décrit, ce socle peut-être paradoxal, qui tenait à une réduction de l'immigration d'une part, à la lutte contre la discrimination d'autre part, et à l'acceptation finalement de l'expression de différences culturelles dans la sphère publique, cette distinction entre sphère privée et sphère publique que nous connaissons en France est beaucoup moins opérante au Royaume-Uni, allait servir de base finalement au multiculturalisme britannique,
tel qu'il allait finalement être défini et prendre forme dans les années 80. Donc, parmi les mesures phares qui ont été introduites à partir des années 80, par exemple, donc, les statistiques ethniques qui ont été mises en place d'abord dans certains secteurs à partir des années 80 et au niveau du recensement à partir de 1991. Le recensement, il y a une question ethnique qui est une question sur la base de l'autodéclaration. Il n'y a pas quelqu'un qui vient faire le recensement et qui vous dit vous êtes noir, vous êtes asiatique, vous êtes… Non. Ce sont les gens qui en fait choisissent la catégorie qui leur convient le mieux. S'ils le souhaitent et s'ils le refusent, ils le refusent. Il y a un certain nombre de personnes qui refusent de le faire. Et en 2001, on est allé même plus loin puisqu'on a une case sur la religion. Donc, et ça, c'est quelque chose qui a été fait à la demande justement des musulmans britanniques. Je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Donc, les conservateurs fondamentalement ont assisté, ont accompagné ce passage au multiculturalisme, même s'il n'y avait pas d'adhésion idéologique du tout chez Margaret Thatcher, qui était beaucoup plus assimilationniste, enfin qui était très assimilationniste en fait, mais c'était en fait un mouvement pragmatique finalement à l'époque où le Royaume-Uni connaissait régulièrement des émeutes dans les quartiers déshérités où vivaient nombre d'immigrés, notamment antillais. Donc il y a eu les émeutes de St. Paul's à Bristol en 80, les plus célèbres peut-être celles de Brixton en 80, et puis celle de Tottenham en 85. Et ce sont des quartiers qui ont continué, y compris dans les années 2010, qui ont continué à connaître des émeutes, parce que finalement, les problèmes qui existaient à l'époque n'ont pas totalement disparu. Donc voilà ces fiches de recensement. Si vous avez affaire à l'administration britannique, on vous demande la première fois que vous rentrez dans une administration britannique, dans un hôpital, dans une bibliothèque publique, on vous demande effectivement de choisir ces catégories. On voit, alors, white, Scottish, English, Welsh, Irish. Si vous êtes français, ben, vous cocheriez cette phrase, cette case Other White Background. Mixed, si vous êtes métis. Voilà, et on verra que c'est la catégorie qui connaît la progression la plus importante au Royaume-Uni. Et puis ensuite, donc, issus de l'immigration, donc Indian, Pakistani, Bangladeshi, Chinese, Caribbean, African, etc. Et des fois, on a même des catégories encore plus fines. Voilà, donc j'ai mentionné la loi de 1976, qui était une loi en fait de lutte contre la discrimination raciale, le Race Relations Act, qui prévoyait le recours possible à ce que l'on appellera en France la discrimination positive, que les Britanniques à une certaine époque ont appelé positive action et qui s'inspire très lointainement, de manière très lointaine, de l'affirmative action américaine, mais qui, c'est pour ça qu'il faut se méfier des schémas un peu simplistes, pour qui, en fait, la question de quotas n'existe pas. Les quotas sont illégaux au Royaume-Uni. Ils sont légaux uniquement pour l'emploi des handicapés dans les entreprises. Ils ne sont pas légaux pour l'origine. Par contre, on a le droit, dans une publicité, lorsqu'une offre d'emploi est publiée, de dire que l'on recherche un candidat de telle origine. Mais on n'applique pas de quotas. On n'applique pas de quotas en matière de parité non plus, y compris en politique, y compris dans les conseils d'administration. C'est une grosse différence avec la France. Il y a des objectifs qui sont fixés. On essaie d'atteindre les objectifs, mais probablement parce qu'on ne veut pas que l'État interfère avec l'économie, on se fixe des objectifs et on arrive à des résultats qui sont moins bons, en fait, en matière de parité qu'en France actuellement. Donc, vous voyez, c'est une publicité de 1985 pour effectivement recruter des agents de police ou des officiers de police judiciaire issus des minorités. L'affiche fonctionne sur les stéréotypes. C'est une photo en noir et blanc. On voit un policier qui semble poursuivre un homme qu'on imagine peut-être être un délinquant. Et en fait, lorsqu'on lit la publicité, on se rend compte que c'est le supérieur hiérarchique de cet homme qui sont à la poursuite en fait, d'un délinquant. Voilà. Donc l'affiche fonctionne assez bien. Et pour autant, on n'a pas réussi véritablement à diversifier véritablement les forces de police britanniques. Lorsque Margaret Thatcher a été élue en 1979,
il y avait 20 000 policiers à la London Met, qui est la principale force de police au Royaume-Uni, et sur ces 20 000 policiers, il y avait 60 personnes qui n'étaient pas blanches. Voilà. Donc, on a augmenté, bien sûr, aujourd'hui, mais on reste largement déficitaire dans le système judiciaire en général, dans les tribunaux et également dans le personnel des prisons. Donc là, c'est un officier sikh, donc, qui porte son turban, et le turban a été incorporé finalement à l'uniforme de la police. Cela a fait débat dans les années 70, la question du turban, mais c'est une question qui se pose beaucoup moins aujourd'hui. Donc ce système, le multiculturalisme, s'est mis en place paradoxalement sous les années Thatcher et Major, sous les gouvernements conservateurs. On verra que paradoxalement, c'est sous des gouvernements de gauche qu'il a été remis en question, alors que la gauche avait été un des moteurs finalement pour porter les revendications des communautés immigrées. Et on voit ici qu'il y a eu effectivement quelques fissures dans les années 80 à la faveur de la publication des versets sataniques fin 88. Le livre a passé inaperçu pendant plusieurs mois, quelques mois, et en février 89, il y a eu effectivement la fatwa de Khomeini, qui a eu un impact important auprès de musulmans conservateurs, bien entendu, de la branche la plus conservatrice des musulmans, à Bradford, voilà, et notamment, voilà, donc avec son livre qui était brûlé en 89, et cette fatwa, dont on sait qu'elle court toujours, et on sait, hélas, ce qui est arrivé à Rushdie en août dernier aux États-Unis. Donc, des rapports locaux, au début des années 2000, et nationaux ensuite, sont arrivés à des conclusions quant à, en fait, les tensions, la fragmentation que l'on peut observer dans certains quartiers. Ça avait commencé en fait au printemps 2001 ou au début de l'été 2001 avec des émeutes interethniques d'un type nouveau entre Antillais d'une part et Pakistanais ou Bangladais d'autre part. Et des émeutes qui ont souvent, comme à Bradford d'ailleurs, été attisées par l'extrême droite qui était venue manifester dans certains quartiers. Donc les rapports locaux qui ont été confiés souvent d'ailleurs à des personnes issues de l'immigration eux-mêmes, comme Lord Owsley, je crois, qui était d'origine antillaise. Donc, on dit que le multiculturalisme avait concouru finalement dans certains quartiers à l'aggravation de divisions ethniques et religieuses. Et en dernière analyse, l'expression a été très critiquée à l'époque, elle était très controversée, mais Owsley a parlé de self-segregation dans le cas de la ville de Bradford. La ville de Bradford, qui était la ville aussi où il y avait eu le plus d'opposition à la publication du livre de Rushdie. Donc, effectivement, la question des musulmans, entre guillemets, musulmans parce que la communauté musulmane, c'est le terme parfois employé, mais au Royaume-Uni, ça n'a pas grand sens. Elle est déterminée en grande partie par les origines nationales. Pakistanais, Bangladais tendent à fréquenter des mosquées différentes. Il y avait des affinités linguistiques. Il y a les différences entre les sunnites et les chiites, par exemple, même si les chiites sont très minoritaires. Bon, donc ils sont devenus le centre en fait d'attention. Il y a eu un centre d'attention qui s'est porté sur les gens issus de la Caraïbe jusqu'au milieu des années 80. Et les gens issus du sous-continent indien étaient une minorité quasi invisible, même s'ils pouvaient être victimes d'actes racistes, bien entendu, mais c'était une communauté quasiment invisible. Et du jour au lendemain, effectivement, il y a une focalisation à partir de 2001 sur les musulmans britanniques, sur la communauté musulmane, et l'appellation, une nouvelle fois, est assez problématique. Ça s'est accentué avec les attentats de Londres en 2005, qui ont été perpétrés par en fait des Britanniques nés en Grande-Bretagne, des Britanniques de confession musulmane ou convertis à l'islam. Et donc, les discours publics se sont durcis et il y a eu un flou fréquent entretenu par les hommes politiques, y compris par les travistes à l'époque, entre islam et islamisme.
et donc une recrudescence également des actes anti-musulmans à partir de ce moment-là. Les gouvernements travaillistes ont conclu, suivis par en fait les gouvernements de coalition ou conservateurs, ont conclu à l'échec finalement du multiculturalisme, qualifié de multiculturalisme d'État de manière impropre par David Cameron, alors que le Royaume-Uni a été mis, au Royaume-Uni, ces politiques d'inspiration multiculturaliste ont essentiellement été mises en œuvre au niveau local et que rien, en fait, il n'y a pas de cadre national véritablement qui a donné une orientation multiculturaliste. Au Canada, on a ajouté la mention multiculturaliste à la Constitution en 1982. En Suède, c'était en 1975. Au Royaume-Uni, rien de tel, parce qu'une nouvelle fois, il n'y a pas véritablement de constitution. Ce sont les pratiques, en fait, qui ont déterminé les politiques et la lutte contre la discrimination. Donc, on a assisté également à des prises de position hostiles à certains aspects du multiculturalisme chez des intellectuels ou des hauts fonctionnaires de gauche, parfois eux-mêmes issus de l'immigration coloniale, comme Arun Kundnani, Trevor Phillips. Et donc, effectivement, on a parlé de la mort du multiculturalisme britannique. Je crois que c'est le titre d'un article de Arun Kundnani après 2001. Donc, les politiques publiques ont évolué et à partir de 2001, en fait, on a commencé à reparler d'intégration. Le terme avait quasiment disparu depuis les années 80. Et on a importé de pays étrangers des politiques publiques. Il y a eu un transfert de politiques publiques, notamment en provenance du Canada, avec la Community Cohesion, qui au Canada s'appelle la cohésion sociale, en tout cas dans la partie francophone, et qui a été importée du Canada par la commission Council, qui avait été formée en 2001, et qui cherchait à promouvoir davantage d'interaction entre les différentes composantes ethniques ou religieuses de la société. On est allé chercher également certaines recettes en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada ou aux États-Unis, pour l'entrée dans la nationalité britannique. On a créé en fait des événements plus formels, c'était le cas également en France, et ils se sont tournés vers la France de manière intéressante pour introduire ce qu'on appelle la Citizenship Education, qui serait l'équivalent de l'instruction civique, et pour lequel des cadres du Parti travailliste ont été formés par des cadres à l'époque du Parti socialiste rue de Solferino, sous la cohabitation Chirac-Jospin. Voilà. Et ça a été effectivement ajouté dans le programme scolaire britannique à partir de 2002. Donc, il y a cet aspect-là, donc l'introduction de certaines mesures universalistes, intégrationnistes, pourrait-on dire, qui n'existaient pas auparavant, et en parallèle un durcissement de la lutte contre l'immigration, notamment clandestine. Theresa May, lorsqu'elle a été ministre de l'Intérieur pendant pratiquement 10 ans, voulait créer ce qu'elle appelait un hostile environment, un environnement hostile pour les demandeurs d'asile au Royaume-Uni, où les gens se trouvant là-bas de manière illégale, et leur rendre la vie tellement insupportable qu'ils préféreraient partir, en fait. C'était le but de la manœuvre. Elle a nié ensuite avoir employé l'expression environnement hostile, elle a parlé d'environnement exigeant, compliant environment. Bon. Et donc, ils ont déployé, vous voyez en 2013, notamment des fourgons publicitaires à Londres pour inciter les gens en situation irrégulière à se manifester auprès des forces de police, à s'auto-dénoncer finalement pour lutter. Bon, c'était bien sûr des résultats. Les résultats n'ont pas été très probants, mais il y a beaucoup de communication derrière. Ça s'est durci, bien entendu. Je passe très vite, mais c'est dans ce climat-là finalement que si vous voulez, ce climat-là que s'est déroulé le référendum en 2016. Donc, on était sur des politiques qui, depuis 2010, 2011, 2012, étaient des politiques très hostiles à l'immigration, notamment clandestine, mais pas seulement, on le verra. Et donc, le UKIP, donc formation populiste
d'extrême droite a effectivement fortement infléchi la campagne des conservateurs en disant que finalement le Royaume-Uni ne gérait plus du tout les flux en raison de l'Union européenne. Donc là, on avait l'impression que c'était des gens qui faisaient la queue pour entrer au Royaume-Uni. En fait, c'était une photo qui avait été prise dans un camp de migrants en Grèce, pas du tout au Royaume-Uni. Donc ça, c'est une affiche, vous voyez, déployée devant le Parlement britannique, juste quelques jours avant le référendum. Et l'autre thème vraiment important de la campagne, c'était la reprise de contrôle, taking back control, et notamment des frontières. Donc, on pensait qu'avec la reprise, que si le Royaume-Uni finalement récupérait la souveraineté de ses frontières et le contrôle de ses frontières, il serait libre de sa politique d'immigration et qu'il pourrait se passer d'immigration. Voilà. Donc ça, c'est parti de ça, c'est en bus, non pas déployé par le UKIP, mais par le Parti conservateur, par Johnson. Alors, pourquoi l'immigration a-t-elle joué un rôle si important en 2016 lors du référendum? C'est en lien. Alors, il y a bien entendu la question que j'ai mentionnée tout à l'heure, la question de la crise des migrants de l'été 2015, qui a joué un rôle vraiment important. Mais aussi, c'est un rejet d'une partie d'opinion de l'immigration très importante d'Europe de l'Est. Donc, depuis 2004, je n'ai pas pour très longtemps, donc je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais voilà, 10 minutes, 5-10 minutes. Voilà, vous voyez, donc à partir de 2004, un recours important à l'immigration européenne, notamment polonaise, avec une augmentation très rapide du nombre d'Européens de l'Est. Par exemple, en 2004, l'année de l'élargissement à l'Est, 430 395 Polonais contre 58 000 3 ans auparavant. Et au moment du vote en 2016, 911 000 Polonais selon le gouvernement et plus d'1 million selon la préfecture de police. Non, je plaisante, mais selon d'autres sources, facilement plus d'1 million de Polonais. Donc, il y a eu un certain rejet, notamment à partir de la crise financière de 2008. Et donc, les Polonais, après le Brexit, après le vote du Brexit, certains ont été attaqués même dans la rue. Voilà. Alors, j'en arrive en fait, vous voyez, je ne vous mens pas, je n'ai plus que deux diapositives qui sont certes bien fournies, mais qui sont les deux dernières. Alors, j'ai fait apparaître effectivement la nomination de Rishi Sunak dans le titre de mon intervention. On l'a vu en train de serrer la main du roi Charles lors de sa nomination. Donc, que nous apprend-elle sur l'évolution du multiculturalisme britannique? Parce que c'est la question qu'on m'a posée. En tant que spécialiste, j'ai accordé pas mal d'interviews après sa nomination, et donc notamment une interview que j'ai donnée à TF1 où on m'a dit, mais est-ce que c'est quelque chose qui serait finalement envisageable en France? Alors, je ne suis pas si sûr que ça soit envisageable en France, mais le profil de Rishi Sunak n'est pas un profil classique. Donc, un profil classique serait celui du maire de Londres, en fait, Sadiq Khan, dont j'ai écorché le nom, puisqu'il y a un Q à la fin de son prénom, qui était issu d'une famille ouvrière pakistanaise. Mais ce n'est pas du tout le cas de Rishi Sunak, dont les parents étaient issus en fait de l'Afrique de l'Est. Il y avait une communauté originaire du sous-continent indien venue à l'époque coloniale en Afrique de l'Est et qui occupait une position intermédiaire entre les colons blancs et les Africains. Donc, ce sont des gens qui souvent étaient dans les affaires, l'agriculture, qui avaient des domestiques noirs souvent, et c'était des gens qui, lorsqu'ils ont été expulsés du Kenya ou de Tanzanie, puisque les parents de Sunak, pour l'un, étaient du Kenya et l'autre de Tanzanie, se sont rapidement intégrés au Royaume-Uni. Le parcours scolaire universitaire de Sunak est celui, en fait, d'un homme issu des classes moyennes supérieures britanniques, voire de la grande bourgeoisie, voire d'une certaine façon de ce qu'aurait pu connaître l'upper class, des écoles privées UP, des études supérieures à Oxford et un MBA en fait à Stanford.
mais il a toujours été le meilleur dans son parcours scolaire. C'était quelqu'un de très fort et il a eu un parcours professionnel brillant dans la finance et puis il a un parcours fulgurant en politique puisqu'il a été élu pour la première fois député en 2015 et 7 ans après, il devenait Premier ministre. Et 3 ans après avoir été député, il était ministre, il est devenu numéro 2 du Trésor, ministre des Finances en 2020, sous Boris Johnson. C'est une trajectoire très impressionnante qui a nuancé un petit peu puisqu'il n'a pas été élu. Son mandat, le mandat, c'est Johnson qui l'a eu, il a été nommé. Il y a eu la démission successive de Johnson, l'accident industriel Liz Truss et beaucoup de complications liées au Covid. Donc, c'est quelqu'un, est-ce qu'il aurait été élu? Quand on m'a posé la question, on ne sait pas, puisqu'il n'a pas été élu. Voilà. Voilà. S'il y a eu des élections, clairement, au moment où il a été nommé, le Parti conservateur les aurait très largement perdus. Mais la trajectoire nous indique quand même beaucoup de choses quant à l'évolution du Parti conservateur, une évolution qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Theresa May, qui fut une ministre intérieure à poigne, avait qualifié le Parti conservateur de « nasty party » en 2002, donc le parti méchant, à cause de son incapacité notamment à laisser une place aux minorités et en raison des dérapages racistes à répétition de certains de ses élus. Depuis lors, les conservateurs se sont très largement ouverts parce que si Sunak n'était pas devenu Premier ministre, il y avait d'autres candidats en fait, au poste de Premier ministre issus de l'immigration eux-mêmes, comme Priti Patel, Sajid Javid. Donc, il n'était pas seul, il n'est pas isolé. Et paradoxalement, en fait, il semble que le Parti conservateur tire profit à présent des politiques volontaristes mises en place par le Parti travailliste localement lorsqu'il était dans l'opposition dans les années 80 et finalement est plus audible sur ces questions-là que le Parti travailliste actuellement. La nomination de Sunak, donc, qui est le premier Premier ministre non blanc, non-white et non chrétien, puisque Disraeli était d'origine juive, mais au moment où il était devenu Premier ministre, il était converti à l'anglicanisme, marque un nouveau palier franchi en fait par une société plurielle qui s'assume en tant que telle depuis fort longtemps. D'une certaine manière, c'est une nouvelle phase de multiculturalisme britannique que l'on disait mort, une sorte de post-multiculturalisme, pour employer l'expression de notre collègue Didier Lassalle, où personne, ou presque aujourd'hui, parce qu'en France on m'a posé la question, j'ai l'impression que la nomination de Sunak a fait beaucoup moins de bruit du fait de ses origines au Royaume-Uni qu'elle en a fait en France. Personne ou presque ne s'étonne de voir des ministres issus de l'immigration coloniale fervents partisans du Brexit, pas particulièrement favorables à la mise en avant d'identités collectives, favorables à l'expulsion des demandeurs d'asile déboutés, voire à celle d'immigrés coloniaux vers le Rwanda, allant négocier des accords avec la France pour la protection de sa frontière à Calais, moyennant une contribution financière. Bon, même la famille royale, en fait, compte aujourd'hui un prince Archie et une princesse Lilibet, née d'une mère métisse. Donc, ça montre à quel point, quand même, le Royaume-Uni a évolué. Ça aurait été absolument impensable il y a 30 ans. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les métis nés d'union entre Britanniques blancs et Antillais ou Noirs africains représentent la catégorie qui connaît la plus forte croissance démographique depuis longtemps déjà. Donc, la focalisation sur l'immigration légale et clandestine, centrale, qui était centrale ou du moins très importante dans le débat politique depuis un certain nombre d'années, et centrale au moment du Brexit, ne doit pas dissimuler une adhésion globale au multiculturalisme qui, malgré des amendements substantiels, on l'a vu depuis une vingtaine d'années, demeure le mode de gestion de la diversité au Royaume-Uni, même si des pressions parfois contradictoires s'exercent sur lui. Je vous remercie.